Donc là, on va parler réglementation. On quitte tout ce qui est technique et ce qu'on a vu préalablement. Comme l'a dit Stéphane, je vais présenter la réglementation bio en général et les aspects vin en particulier. Et je vais évoquer également la révision du règlement bio. Donc moi, je travaille au ministère de l'Agriculture, à la Direction générale des performances des entreprises économiques et environnementales, ça s'appelle DGPE. Et je suis au bureau de la qualité qui s'occupe de la bio, des signes de qualité AOP-IGP, des labels rouges, HVE, des normes, etc. Donc je suis dans un bureau qui est toute filière, transversale, je ne suis pas spécialiste sur le vin. Donc je vais parler surtout de réglementation et pas de la production de vin ou des filières, des marchés, etc. Donc, voilà. Pour commencer, qu'est-ce qu'un vin biologique? Quand je dis vin biologique en termes réglementaires, c'est une vaste question. J'ai mis 3 petits points parce que les débats sont nourris au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial. Et je l'ai résumé tout simplement en raisin produit en agriculture biologique, parce qu'on a quand même ce stade viticulture, une vinification qui respecte l'intégrité du produit, enfin de la matière première. Donc je l'ai mis entre guillemets parce que c'est un peu un principe d'essayer d'avoir des méthodes de transformation douces, mais ensuite quand on se décline dans la réglementation, bah, c'est plus compliqué à définir qu'est-ce que c'est le respect de l'intégrité entre zéro intrant, un petit peu, beaucoup, etc. Et surtout, donc, puisque là je dépasse la production, pour la réglementation, c'est un système de production qui est intégré dans un système de contrôle avec une certification qui garantit aux consommateurs le respect des engagements du producteur. Donc ça c'est très important pour que le marché se développe, qu'on s'assure que les engagements que vous prenez soient visibles vis-à-vis du consommateur et développer la production. Donc en rappel réglementaire, donc il y a eu le vin bio, enfin ça a été dit plusieurs fois ici, c'est répété souvent, c'est quand même une vieille histoire, enfin vieille, récente et vieille en même temps. Sur le point réglementaire, en France il y avait eu des choses dans les années 80, mais au niveau européen, on a eu le premier cadre européen, c'était une directive en 1991, que sur les productions végétales. Avant, en fonction des pays, on avait des réglementations nationales ou pas. En France, il y en avait avant, en Allemagne aussi. Et on était du coup sur des vins issus de raisins biologiques, enfin pour ce qui concerne le vin. En 2007-2008, on a eu des règlements, donc c'est la suite de la directive de 91. Sachant que maintenant on est toute production, transformation, import, export, on a couvert quasiment tout le champ. Et maintenant, en 2012, on a eu l'extension du cadre européen à la vinification et du coup l'arrivée des vins biologiques. On n'est plus sur des vins issus de raisins bio. Donc on est quand même sur une réglementation qui, surtout sur le vin, est très récente et qui est encore en cours d'évolution. Je vais faire des rappels très rapides parce que je pense que vous êtes déjà bien au courant de ce que c'est. Sur l'exigence de production de raisins bio, fertilisation minérale interdite, en tout cas pour l'azote, fertilisation organique réglementée, aucun désherbant, des produits phytosanitaires réduits, des règles générales sur la bio, sur le contrôle, la mixité, la conversion. Et ce qui est vraiment important sur ce point-là, et qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est qu'on est sur un règlement européen. Donc c'est la même règle, exactement la même règle. Bon, après on l'applique de façon un peu différente, mais c'est vraiment à la marge. On a la même règle dans toute l'Union européenne, sur 28 États. Et c'est important à rappeler parce que c'est issu d'une négociation, et du coup, ça peut expliquer qu'on n'est pas forcément très restrictif sur certains points, et que c'est une réglementation qui peut être adaptée dans tous les climats, tous les contextes européens. Et c'est la même chose pour la vinification biologique. Donc là, on est en 2012. C'est un travail qui a été fait au niveau français et européen à partir de 2011, je crois, 2010. Donc c'est un travail technique et ensuite des discussions politiques et avec voilà les mêmes règles au niveau européen qui peuvent expliquer qu'on a par exemple 45 additifs autorisés et pas 20 et pas 10 parce que derrière on a des exigences locales de production, des cahiers des charges en AOP IGP qui interdisent un tel intrant, autorisent un autre, etc. Donc on a une liste réduite, c'est le principe, 45 additifs, des interdictions sur des techniques de transformation, donc concentration partielle à froid, électrodialyse, désalcoolisation, résine échangeuse d'ions, pour la stabilisation tartarique du vin,
en sachant que le vin, la spécificité, c'est que c'est le seul secteur du bio qui a des restrictions sur la transformation. Il y a aussi donc les traitements thermiques, limitation 10 degrés. Si vous faites du lait, le lait, vous pouvez le pasteuriser sans problème, vous ne posez pas la question, vous pouvez utiliser des résines échangeuses d'ions, c'est autorisé. Donc des limitations contre traitement thermique à 110 degrés. Et du coup, le dernier point, c'est une limitation des sulfites avec une réduction environ de 50 mg, je crois que c'est ça, sur chaque type de vin. C'est une réduction, et du coup, c'est ce que j'ai mis en dessous. Enfin, ça, c'est ma compréhension de la règle sur la vinification biologique, c'est qu'en fait, on a essayé au niveau européen d'avoir un équilibre entre différentes exigences des producteurs, des consommateurs, des experts qui ont pu donner des avis, etc. On cherche à avoir un vin qui exprime une certaine naturalité, donc pareil, c'est entre guillemets, donc on essaie d'avoir un vin qui est issu le plus de la matière première raisin, qui exprime le plus, dans une logique bio, ce qui vient de la viticulture. Mais en même temps, il faut des souplesses parce qu'on a des vins avec des contextes différents, des cahiers des charges différents, donc il faut des moyens de résoudre des problématiques spécifiques. Et en plus, on a des questions aussi climatiques avec des années qui peuvent être différentes et des besoins différents. Et il y a un besoin de différenciation entre ce qui est un vin bio et ce qui n'est pas un vin bio. Ça, c'est aussi un truc qui est très fort où ok, on peut avoir de la souplesse, mais à un moment, il faut se poser la question sur où est-ce qu'on met le curseur pour arriver à se différencier et pas dire que le vin conventionnel, c'est du vin bio. Donc, c'est pas facile à trouver l'équilibre parce qu'on pourrait dire, on met zéro soufre pour se différencier. C'est des choix qui ont été faits dans d'autres pays. Mais ensuite, on a moins de souplesse. Du coup, c'est peut-être plus compliqué. Donc, ça a été décidé en 2012 sur la vinification. Le point important, c'est que c'est une réglementation qui évolue. C'est une réglementation jeune, donc sur laquelle on peut influer, on peut essayer de changer les choses. C'est pas un socle intangible. Tout se passe, en tout cas en France, au sein de l'INAO, donc qui s'occupe des signes de qualité et qui s'occupe également de l'agriculture biologique et des labels rouges. Donc en fait, au sein de l'INAO, l'INAO supervise les organismes de certification, s'assure que tous vos OC travaillent de façon harmonisée, qu'il n'y ait pas des concurrences entre eux sur l'interprétation, et ils organisent la concertation avec les professionnels, avec le monde de la bio, que ce soit à tout niveau, distribution, production, transformation. On a une commission nationale de l'agriculture biologique à l'INAO, qui entérine des décisions, des points de vue, etc., avec une commission spécifique, dont la commission spécifique vin bio, donc où on discute de l'application de la réglementation, son interprétation, ce qu'on a besoin de règles nationales, mais c'est également un point d'entrée où on va discuter de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités, d'évolution du règlement. Et le meilleur exemple, c'est comme l'a dit Stéphane, et ça a été même présenté précédemment, la patatine, c'est testé par l'IFV ou par d'autres organismes, ça remonte via des producteurs qui disent ça pourrait être intéressant, on en discute en commission vin bio, à l'INAO, et on prend une décision de porter ce dossier ou pas au niveau européen. Donc on a fait ce travail l'année dernière, il y a 2 ans, en 2014, pour avoir toute une liste de demandes d'évolution du règlement qui a été portée au niveau européen. Donc au niveau européen, on a une décision qui se fait au niveau de la Commission, donc c'est la Commission qui change ces règlements, en concertation avec les États membres. Et pour l'aider, ils ont mis en place le groupe ECTOP, donc c'est Expert Group on Organic Production, Expert Group Technical on Organic Production. Donc c'est un groupe d'experts qui est bénévole, qui est pas basé à Bruxelles, parce qu'en fait c'est des gens de toute l'Europe qui sont réunis par la Commission européenne, avec comme tous les groupes de technique, le but c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, une confidentialité des discussions, etc. L'idée, c'est d'apporter une expertise technique, parce que si on demande que aux États membres, les États membres, ils vont des fois demander que ce qui leur arrange à eux, et pas avec une base technique très poussée, enfin ça dépend. Ce groupe d'experts permanents se réunit plusieurs fois par an, et des fois se réunit en formation restreinte, parce que puisqu'on est sur la bio, ils travaillent sur toute filière, donc il faut des experts vin des fois, mais il faut aussi des fois des experts aquaculture, des experts fertilisation, phyto, etc. Donc ça demande quand même
de mobiliser une expertise assez importante. Et souvent, du coup, les recommandations de ces avis sont suivies par la commission parce qu'ils font un peu foi. Après, ils prennent pas la décision, ils apportent un avis sur lequel on peut discuter. Donc, dernièrement, ce qui s'est passé sur le vin, c'est qu'on a eu, en fait, la réglementation 2012 avait été prise avec une longue négociation et avec notamment 3 techniques, les traitements thermiques des résines échangeuses d'ions pour mou concentré rectifié, l'osmose inverse pour l'enrichissement, qui était autorisé en 2012, mais avec un alinéa, enfin une note dans le paragraphe qui disait en 2015, il faudra revoir ces 3 techniques pour essayer de les supprimer de la bio. En fait, on s'était donné une sorte de dérogation sur quelques années pour voir si on en avait vraiment besoin, si on n'avait pas d'autres alternatives, etc. Donc c'est ça qui a déclenché ce travail d'évaluation de ces 3 techniques, mais également des besoins qui ont pu être remontés. Donc le groupe s'est réuni en 2015. Il a évalué que ces 3 techniques étaient encore nécessaires en bio. Donc après, c'est pareil, c'est comme l'a présenté Stéphane, nous on l'a compris comme ça en tout cas, que c'est pas des besoins qui sont généraux sur toute la France, dans toute l'Europe, ça répond à des besoins particuliers, à des contextes, à des cahiers des charges qui imposent par exemple un enrichissement que par le MCR et pas par autre chose. Donc ce groupe d'experts a statué que ces 3 techniques étaient encore nécessaires et a proposé de supprimer la limite en degrés de 70 degrés pour pouvoir faire des flash pasteurisations notamment. Donc là, c'est encore qu'une proposition. 4 nouvelles techniques ont été évaluées et ont été jugées non nécessaires. Donc, les échangeurs de cations, traitement électromembranaire, 3 petits points. Et en fait, la question que se posent les experts à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a des alternatives en bio? S'il y en a, est-ce que c'est plus efficace ou pas? Enfin, le but n'est pas de dire simplement par les principes c'est autorisé. Il y a quand même cette idée derrière d'essayer de limiter le nombre de techniques, limiter le nombre d'intrants. Donc si jamais on peut s'en passer, ben, on ne va pas le rajouter dans le règlement. On a eu des avis positifs sur de nouvelles substances, manoprotéines de levure, protéines de pommes de terre, la papatine, extrait protéique de levure, les levures sèches inactivées et le chitosan. Et je mets 3 petits points encore. Tous ces rapports ECTOP sont disponibles sur Internet, ils sont que en anglais, mais ils sont sur le site de la Commission européenne. Et il y a un onglet ECTOP où vous verrez en fait tous les rapports avec une sorte de synthèse sur une page ou 2, et après chaque molécule est évaluée avec une conclusion. Est-ce que c'est en ligne avec les règles de la bio ou pas? Donc globalement, en tout cas sur le vin, ECTOP a un avis assez équilibré. L'idée c'est on garde le statu quo, mais on reste ouvert à certaines innovations pour aider le secteur à progresser. Sachant également que, pour revenir sur les histoires de levure sèche inactivée, d'autolysa, le problème de la réglementation bio, c'est qu'on a une réglementation qui est toute filière, et du coup, on a des annexes, par exemple l'annexe 20 qui dit vous avez tel intrants qui sont autorisés, sauf que le temps qu'on fasse la réglementation bio, des fois la réglementation générale, elle change entre-temps. Donc c'est ce qui s'est passé sur les levures, où on avait écorce de levure qui s'est dissociée en plusieurs types d'intrants, et du coup en bio, on se retrouve avec une impasse qui est en fait plus une impasse du temps qu'on met à adapter la réglementation que vraiment des problèmes de fond. Bon, là on n'est que sur un avis. Ensuite il faudra attendre de changer changer la réglementation pour pouvoir utiliser notamment la patatine, les extraits protéiques de levure, etc. On n'a pas de calendrier parce que, comme je vais le montrer juste après, on est en pleine révision réglementaire. Donc la commission ne peut pas faire 2 choses à la fois. Enfin, en tout cas, elle est très prise par la révision réglementaire. Donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'on aura ces nouvelles évolutions de la réglementation sur la vinification bio. Donc la révision. Je ne sais pas si vous en avez parlé, donc je vais présenter qu'est-ce que c'est. Le règlement daté de 2007, donc c'était pas si vieux, mais en fait entre-temps on a signé le traité de Lisbonne qui a changé un peu la structure de fonctionnement de l'Union européenne et qui fait que le règlement qu'on a n'est pas conforme au traité de Lisbonne. Donc en fait il faut modifier le règlement
et donner plus de pouvoir au Parlement européen notamment. Mais globalement, on a quand même, au-delà de ces questions réglementaires, une vraie problématique marché, puisqu'en fait le bio explose, enfin grandit, on peut mettre tous les termes qu'on veut, mais on a une croissance très importante qui est en tout cas entre 2006 et 2010, et on continue, voire ça s'accélère. Donc une réglementation faite en 2007, la Commission européenne a considéré qu'il fallait la revoir pour essayer de l'améliorer, pour essayer de revenir sur certaines choses, etc. Notamment, il y a des nouveaux secteurs, restauration collective, textile, les cosmétiques, les questions de dérogation, parce que le bio fonctionne quand même pas mal avec des principes, mais finalement des dérogations, est-ce qu'il ne faut pas enlever certaines dérogations, voilà, des idées derrière, est-ce qu'il ne faut pas améliorer les contrôles, changer des règles dans l'importation, etc. Donc la Commission européenne a fait une étude d'impact, donc tous ces règlements, avant qu'elle fait une proposition, elle se demande à quoi ça sert et qu'est-ce que ça va être l'impact sur le secteur. Ils ont fait ça en 2014. Ils avaient 3 choix en gros, soit faire un règlement qui répond aux principes, donc on enlève les dérogations, on revient au cœur de ce que c'est la bio, soit on fait un statu quo et on améliore un peu, soit on va vers tout marché, en gros, on enlève tout ce qui est contrainte et on facilite la production de bio et le marché marchera tout seul et tout va aller bien. Donc le scénario choisi, c'est de répondre aux principes. Donc c'est d'avoir des règles plus strictes, plus harmonisées, moins de dérogations, des contrôles plus ciblés, supprimer la mixité, faire des seuils de déclassement de pesticides, si on en trouve, on déclasse. Voilà. Donc ça, c'était le principe de base de la Commission. Donc ensuite, au niveau européen, vous avez des discussions qui sont après Conseil, donc les États membres discutent entre eux, le Parlement discute du texte, et ensuite, on essaie de trouver un accord. Donc, le Conseil a discuté jusqu'en juin 2015, ça a mis 1 an et demi, et le Parlement en octobre 2015. Et ce que l'on a constaté donc au Conseil, où il y a les États membres, et au Parlement européen, c'est une volonté de tout le monde de revenir en fait au statu quo amélioré, c'est-à-dire revenir au règlement bio qu'on a actuellement avec modulo quelques modifications. Notamment les modifications, c'est passer à la conformité à l'importation. Donc actuellement, on importe de façon équivalente. Je ne sais pas si vous saisissez la différence, mais en gros, on accepte qu'un OC certifie un produit en Afrique selon son propre standard, et on dit ce standard est globalement le même que le standard français, et puis voilà, tout va bien. Et la conformité, ça voudrait dire, on accepte que le produit bio suit exactement nos règles. C'est un peu ce que font les Américains. Les Américains, c'est la conformité. Si vous faites du vin NOP, il faut qu'il soit conforme au NOP. Il n'est pas équivalent, il est conforme. Donc on irait normalement vers, pour l'Europe, la même chose, c'est-à-dire qu'on exigera que toutes les importations soient conformes, en tout cas pour ce qui est hors des pays avec qui on est des accords. On aura la possibilité d'avoir des certifications de groupe, mais ça, je pense pas que ça vous concerne. C'est pour des petites surfaces, d'avoir une certification sur un projet avec, par exemple, le centre producteur, et la certification, elle est que sur le projet, et des extensions sur les nouveaux produits. Donc, Conseil et Parlement sont globalement proches. On va maintenir la mixité. On garantit une fréquence de contrôle de 1 an. En gros, il n'y a pas vraiment de changement notable. Il y a eu beaucoup de discussions en réaction avec la proposition de la Commission. Et il reste encore des discussions, notamment sur les semences bio, les dérogations en transfo, le lien au sol pour l'élevage, sur lesquels le Conseil et le Parlement européen ne sont pas encore d'accord, et il va falloir qu'ils trouvent un accord. Donc on a des positions proches, et je ne sais pas si vous connaissez le système, mais en gros, on a 3 textes maintenant qui sont publics, donc la position du Parlement, la position du Conseil, la position de la Commission, et maintenant on a des réunions informelles qui s'appellent les trilogues, où en fait ils vont essayer de trouver un terrain commun d'entente à 3, et si on y arrive, on espère, à la fin du premier semestre 2016, on aura un accord sur une nouvelle réglementation, qui devrait s'appliquer au 1er janvier 2019, mais ça sera peut-être 2018, ça c'est encore en discussion. Et le point important du coup, donc j'ai fait tout ce point sur la révision, c'est que tout ce qui est vinification n'est pas concerné par ça. Donc vous pouvez être... Non mais la vinification n'est pas concernée parce qu'on l'a discuté qu'en 2012, on n'allait pas rouvrir le débat.
Par contre, vous pouvez être concerné sur les règles de mixité, les règles de conversion, les règles de production viticole. Voilà, il y a quand même pas mal d'impact, mais plus au niveau de la production que de la vinification. Donc là, j'ai fini sur la révision réglementaire. Je voulais parler des perspectives. Donc, quand j'ai mis perspective, je pensais surtout aux perspectives commerciales. Parce que ce qui est aussi important à comprendre, c'est que ce règlement bio, il couvre la production, il couvre la transformation, il couvre la distribution dans l'Union européenne, mais il couvre aussi toute l'importation et tous les échanges internationaux. Donc, comme je l'ai dit, actuellement, on est avec un système d'équivalence. Donc, soit une équivalence OC, donc vous pouvez importer des produits s'ils sont certifiés par un OC reconnu par l'Union européenne, et des équivalences pays tiers. Donc en fait, l'équivalence pays tiers, c'est ce qu'on a avec les États-Unis, mais pas pour le vin. On va prendre un autre exemple, c'est ce qu'on a avec la Nouvelle-Zélande, où en fait, on reconnaît le système réglementaire néo-zélandais, ils reconnaissent le système européen, et du coup, les produits peuvent être échangés sans qu'on pinaille sur tel type d'intrant, tel type d'additif, tel type de règles précises. En gros, on considère qu'au global, on va vers le même objectif, et du coup, on facilite les échanges entre ces deux pays. Donc, avant, on était sur un système où on s'assurait de l'importation des produits. C'était vraiment une logique très consommateur, où on a besoin des produits en France, enfin en Europe, pardon. Et là, on va plus dans une logique consommateur, mais également producteur, avec une logique d'essayer d'ouvrir les marchés à l'export et de permettre aux producteurs européens de pouvoir aussi exporter, ce ne soit pas que dans un sens. Donc depuis 2014, le Conseil a donné un mandat de négociation commerciale spécifique bio à la Commission, qui essaye du coup d'ouvrir de nouveaux marchés. On a le Chili qui devrait arriver dans pas trop longtemps, c'est-à-dire qu'on aura un accord d'équivalence avec le Chili. Le Mexique et la Colombie devraient suivre. Et il y a des discussions actuelles, mais je l'ai mis après. Donc voilà, l'idée c'est quand même plus d'aller vers des accords donnant-donnant pour qu'on puisse quand même, enfin, c'est assez normal, si on accepte les produits, ils acceptent les nôtres et on peut faciliter les exportations. Le point important sur la conformité, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est peut-être loin pour vous, mais en gros, si on passe vers la conformité, on oblige les pays à se conformer à notre règlement. Donc ça peut leur poser problème, ça va les embêter. Et des gros pays comme la Chine, si on les oblige à passer à la conformité, à un moment, ils vont se dire, on aura peut-être intérêt à faire un accord avec l'Union européenne pour qu'il y ait une équivalence. Et du coup, on facilitera les exportations. Ça va être une pression pour que des pays comme la Chine, notamment, ou les États-Unis, ou d'autres, travaillent avec nous pour essayer d'avoir une équivalence pays, parce qu'on aura toujours ces équivalences entre les pays de différents, entre différents pays. Donc actuellement, il y a 12 accords d'équivalence, mais il y en a seulement 4 qui comprennent le vin, parce qu'on les a négociés avant les règles de vinification, donc Corée, Suisse, Nouvelle-Zélande, et maintenant le Canada qui arrive. Donc normalement, d'ici quelques mois, on devrait avoir une équivalence Canada sur le vin, en 2016. Et pour les autres destinations, en fait, voilà, c'est pas du ressort de la réglementation bio-européenne, mais en gros, il faut vous conformer aux exigences japonaises, aux exigences chinoises, aux exigences américaines. Donc on est sur la conformité, c'est toutes les problématiques qu'on a vues précédemment, c'est vraiment se retrouver dans un système à appliquer de réglementation européenne et pour le pays de destination. Sachant que pour les États-Unis, on a toujours cette idée d'essayer d'arriver à l'équivalence, mais c'est compliqué et les discussions n'avancent pas trop avec eux. C'est pour ça que je voulais faire un point pour finir sur le cas spécifique du vin bio US. Donc je pense que vous avez aussi en tête les spécificités. Ils sont partis, à la différence de l'Europe, au lieu d'avoir un seul vin, ils sont partis sur 3 catégories de vins. Ils ont segmenté le marché en essayant d'aller au plus mieux, qui pour eux est le vin bio, le organic wine, 0 sulfite, 100% de raisin bio, et une liste de process un peu différents. Mais surtout 0 sulfite, donc quand on exporte ça va être compliqué. Une sous-catégorie made with organic grapes, où là les sulfites sont autorisés. Mais du coup la difficulté c'est bien de l'articulation entre la réglementation européenne, qui pour nous le vin bio en fait c'est un vin qui peut être en haut, au milieu, qui peut être made with organic ou organic wine. Donc c'est la difficulté. S'il arrive
comme Organic Wine, il sera bloqué parce qu'il ne respecte pas la réglementation américaine. Donc nous, comme je l'ai dit, on demande en tant qu'État membre à la Commission de travailler plus à essayer d'avoir un accord avec les Américains pour faciliter les échanges commerciaux, mais c'est quand même très difficile parce que du coup ils ont, en ayant cette définition stricte, finalement ils se protègent un peu. Enfin, au niveau américain, c'est la différence, c'est que c'est un board, c'est un groupe de, comment dire, c'est les producteurs qui font la réglementation, quasiment. Donc, en gros, ceux qui ont décidé de faire ce Organic Wine, ils sont très contents de cette réglementation parce que ça leur assure la protection de leur petit marché. Mais ce qu'on constate, c'est que le développement de leur offre Organic Wine sans sulfite est très faible en comparant aux vins bio européens. Ça se développe pas du tout, enfin, très peu. Donc on espère que d'ici quelques années, ils arrivent à se rendre compte que c'est un peu compliqué de mettre vin bio juste sur du sans sulfite. En tout cas, c'est notre position. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Julien. Donc...